Pendant 2 heures, les meilleurs journalistes de la rédaction se sont affrontés au service de votre culture G. Un seul va à présent se coiffer de la prestigieuse couronne de chroniqueur du jour, sous l'œil de celui qui était aujourd'hui notre invité d'honneur et qui, je le sens, reviendra bientôt nous voir. Oui, pour une prochaine émission intitulée « Réveillez votre libido ». Oui, mais on va caler ça. Michel Simès était avec nous. Il co-signe avec Farah Kessri, Même pas bête, un livre éminemment amusant et instructif sur nos 5 sens comparés à ceux des animaux. On a passé un délicieux moment, mais l'heure est venue de trancher dans le vif. Qui mérite d'être élu chroniqueur du jour? À ce stade, c'est qui tout double? Ève Roger, pourquoi Michel Simès et également Farah Kessri qui va voter devraient-ils porter leur choix sur vous? Alors j'ai préparé mon petit compliment pour Michel Simès en lui disant que je le trouve infiniment plus talentueux que Nagui, franchement. Et comme j'ai repéré qu'il avait l'esprit de compète, si vous votez pour moi, je retrouve ma première place qui est la place naturelle. Merci. Place naturelle. Nicolas Caro. J'ai quand même résolu un mystère, j'ai mené une enquête et j'ai invité quand même dans l'émission Jean-Christophe Ruffin, qui est académicien et prix Goncourt, c'est quand même sympa, quoi. Vous êtes celui qui avait le plus bossé, c'est ça que vous voulez dire? C'est ce que je voulais dire. Ouais. Alain Sirou, pourquoi voter pour vous? Je pense que Farah et Michel ont un point commun, c'est la curiosité, et qu'on ne peut pas faire de la médecine, que ce soit pour les animaux ou pour les hommes, sans faire de la science. Et la science, c'est l'imagination. Oui, merci Jamy. Anne Le Gall, pourquoi voter pour vous? Alors, Michel Simès, Farah Kessri, j'ai aussi beaucoup aimé votre livre. Et puis voter pour les... Oh la faillotte! Ça y est, toujours il y a un faillot dans une voter classe. pour les plantes, c'est une bonne façon de ne pas se planter. Toujours le petit jeu de mots avec Anne Le Gall. Chaque fois, vous me surprenez. Eva Davolon. Ah, Nicolas Caro. Je voulais dire que j'ai beaucoup aimé les livres aussi. Oui, bien sûr. Merci, Nicolas. Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs. Alors, le choix des auditeurs se porte sur Ève Roger, qui remporte les 2 points. Ève Roger remporte les 2 points. C'était le vote du public de nos auditeurs. Mais le vote du public dans le studio Merlin. Victoire écrasante d'Anne Le Gall. Merci. Bien joué, Anne Le Gall. Eh bien, pour ma part... Anne Le Gall qui se découvre des talents de chauffeuse de salle. C'est la José Garcia du nouveau millénaire. Elle chauffe le public. Micro, je chauffe la salle. Eh bien, Anne, ça m'excite. Je vous offre un point aussi. Ouais, bravo. Ça vaut ce que ça vaut. Mais ici, vous le savez, c'est à nos invités que revient la lourde responsabilité de trancher. Farah Kessri, Michel Simès, votre choix contre Trip, et donc Sextuple, si je compte bien. Qui, selon vous, mérite d'être élu chroniqueur du jour? Vas-y, Farah, moi je vais. C'est horrible parce que vraiment j'ai le cœur qui balance entre Anne et Alain parce que c'est dur. Allez, on va dire Alain. Allez, c'est 3 points pour Alain Sirou. Alors là, c'est très très serré. Hein. Vous voyez, bien évidemment, mon cœur irait vers Anne, avec qui j'ai présenté une émission sur Europe 1 il y a quelques années. Comment ça va bien, merci. Ouais. Comment ça va bien, merci, c'était le titre. Le titre de l'émission. C'était le titre de l'émission, ouais. Et c'était un très très beau souvenir. Mais je vais faire comme Farah. J'ai été très très intéressé par Alain et par sa chronique qui m'a appris des choses sur l'espace et l'homme dans l'espace qui me fascine. Donc Alain, je vote pour vous. Merci. Eh bien, j'ai envie de dire, les amis, une fois de plus, c'est Alain Sirou qui remporte la compétition. Aujourd'hui, Alain, un sujet extrêmement concernant pour nos auditeurs. Vous vous intéressez à ce qui arrive à notre corps lors d'un voyage intersidéral. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à aller jusqu'à la porte d'Orléans en ce moment, tellement il n'y a pas de métro, mais vous posez vraiment des questions existentielles. Qu'est-ce qui se passe quand on va dans l'espace? C'est une question de science. C'est-à-dire comment se comporte le corps humain en l'absence de gravité. C'est vraiment ça. Fondamentalement, la question scientifique, c'est ça. C'est on enlève G, la gravité. Qu'est-ce qui se passe physiquement? Comment on se comporte? Et il y a beaucoup d'études qui ont été faites depuis des années sur les astronautes, et c'est un peu une liste à la Gaston Ouvrard. Hein. J'ai la rate qui se dilate, etc., etc. Mais le squelette, c'est des pertes osseuses, c'est très grave. Ah oui. L'équilibre, les problèmes d'oreille interne, 40% des astronautes ont le mal de l'espace. Donc ça veut dire qu'on a trouvé des solutions, mais c'est extrêmement compliqué. Le cœur, il n'y a pas besoin de pomper aussi fortement parce que alors pour faire remonter le sang des pieds vers le haut, il n'y a pas de gravité. C'est pour ça qu'on voit les astronautes avec la tête enflée au début des vols spatiaux. Les muscles, il faut faire 2 heures de sport à minima sur des vols long terme pour pouvoir rester en forme. Et on estime aujourd'hui qu'1 an dans l'espace équivaut à un vieillissement de 10 ans sur Terre, mais c'est compensable. Ça veut dire que quand on revient, au bout d'un mois, 2 mois, on réussit à compenser. Donc il y a une nouvelle étude qui vient de sortir qui est très intéressante parce qu'elle concerne les astronautes de la Station spatiale internationale, qui sont restés des très longtemps. vols de 6 mois. Vous voyez, c'est des vols longs. Et on a étudié, je dirais, leur circulation sanguine. 11 astronautes, très précisément. Et il a été mis en évidence un ralentissement, et parfois même, alors là je m'adresse aux médecins bien sûr,
une inversion de cette circulation sanguine au niveau de la veine jugulaire interne. C'est-à-dire celle qui est dans le cou et qui distribue le sang vers le visage et le cerveau. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable d'imaginer qu'on puisse avoir une circulation inverse du sang. Mais je comprends même pas ce que ça veut dire. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que le sang monte au cerveau par les carotides, qui sont les grosses artères que vous sentez quand vous mettez les doigts dans le cou et qui vous permettent d'avoir vos pulsations, et repartent de la face et du cou par les veines jugulaires, qui sont de grosses veines qui sont sous la peau. Mais s'il y a une inversion, ça je ne savais pas, parce que s'il y a une inversion, ça veut dire que, et c'est probablement pour ça qu'ils ont des maux de tête aussi importants. Et certains astronautes, dont un en particulier qui est cité dans l'étude, a développé un caillot sanguin au niveau de la veine jugulaire interne qui conduit à une embolie pulmonaire qui peut être mortelle. Donc ça veut dire qu'on voit vraiment que l'absence de gravité, c'est quelque chose d'important. Alors qu'est-ce qu'il faut faire Il faut faire comme dans les films de science-fiction, il n'y a pas de gravité dans les vaisseaux. Il y a un truc antigravité qui fait qu'on peut marcher, prendre des cafés tranquillou comme ça. C'est exactement la solution. Vous allez m'inventer ça, Alain Sirou, pour la semaine prochaine. Alors c'était en 68, c'était 2001 au lycée de l'espace, et il avait inventé l'antigravité, sauf que ça a un coût. Ça coûte cher de faire bouger des vaisseaux dans l'espace. L'autre chose, c'est ce qu'on appelle les contre-mesures, c'est-à-dire trouver des solutions par des médicaments, etc., etc. Ou l'autre solution, c'est encore d'aller d'un point A à un point B beaucoup plus vite, parce que si vous allez sur la Lune, c'est 1/6 de la gravité terrestre. Bon, vous pouvez supporter sans problème, on retrouve une gravité. Ou sur Mars, c'est 1/3 de la gravité. Donc vous y allez vite et c'est possible. En fait, la conclusion de cette affaire-là, c'est que l'homme n'est pas fait pour aller dans l'espace. Ça, c'est très clair. Il est né sur la Terre avec un squelette et tout. Il a été façonné par la gravité. Imaginons que Donald Trump soit réélu. Il va falloir quitter la Terre un moment avec le réchauffement climatique. Bon, donc là, il faudra bien une fusée, il faudra bien qu'on y aille. On n'a qu'à mettre Trump dans la fusée. C'est pas des vols. C'est une autre option. Ce ne sont pas des vols qui dépassent 1 an. Et on a un astronaute, un cosmonaute russe, soviétique, à l'époque, qui a fait plus de 14 mois dans l'espace. Il est revenu comment, lui ? Alors, c'est le rapport officiel de l'Union soviétique. Il était toujours russe. En fait, la conclusion que je voulais donner, c'est que l'homo espacius n'existe pas. Et si on imagine un jour des voyages très très long terme, ou si on imagine un extraterrestre qui voyage dans l'univers pendant très longtemps, vous savez à quoi il ressemblerait physiquement ? À un poulpe. C'est-à-dire un cerveau concentré, des yeux, beaucoup de cœur, beaucoup de pattes, et tout ça. Et un cerveau dans les pattes en plus. Il y a un cerveau dans les pattes, et on regarde aujourd'hui des animaux dans l'espace. On a testé les araignées, par exemple, pour voir comment elles faisaient leur toile. Il y a eu plusieurs espèces. Il y a eu des primates, des rongeurs, des grenouilles. On a envoyé pas mal d'animaux dans l'espace. Il y en a plus. Il y a plus d'animaux que d'humains, ça c'est sûr. Oui, aussi. Et les vrai. Oui, Laïka. Si vous pouvez bien détacher les mots, ça me servira une prochaine fois. C'est mieux. Merci Alain Sirou.